Frédéric Martin, notre invité aujourd'hui. Frédéric Martin, lui, il est directeur technique d'une start-up qui est spécialisée justement en identité numérique. La start-up s'appelle MyDID, DID. Alors DID en anglais, hein, pour décrypter un peu, ça veut dire Decentralized Identity. Donc on parle bien d'identité numérique sur la blockchain, sur les réseaux. Frédéric, il est expert blockchain, identité numérique bien sûr, mais il a une particularité qui va nous intéresser. C'est pour ça qu'on l'a invité, c'est parce qu'il milite pour le droit à la vie privée, la protection de nos données personnelles sur les réseaux, ce qu'il appelle l'intégrité numérique. C'est un gros sujet et c'est ça qu'on va aborder maintenant aujourd'hui avec Frédéric. Frédéric Martin, merci d'avoir accepté notre invitation. Très contente que tu sois là. Bonjour Claudia, bonjour Benjamin. Bonjour. Donc, la première question qui est, je pense, la base de la compréhension pour le reste, c'est l'identité numérique, ça commence où et ça finit où? En fait, qu'est-ce que c'est et est-ce qu'on en a tous une aujourd'hui? En fait, c'est le prolongement de la notion d'identité au sens classique du terme, qui est déjà un très très gros sujet. En général, les gens comprennent qu'ils ont une identité. La première qui leur vient en tête, c'est celle qui est régalienne, qui est plus celle donnée par l'État à leur naissance et les droits qu'ils acquièrent, la nationalité, un permis de conduire, des informations qui sont un peu, on va dire, plutôt objectives. Et après, l'identité au sens large, c'est aussi l'image qu'on a de soi, les attributs qu'on associe, son histoire personnelle et toutes les informations qui peuvent être associées à leur vécu et qui font ce que les gens sont. Et généralement, on a un besoin d'avoir une identité pour interagir avec des services qui peuvent être publics et privés. Et quand on parle d'identité numérique, c'est le pendant de ça au numérique. De toute façon, les administrations, les services, tout ça, c'est numérisé. Donc, il faut en général des identités numériques qu'on crée nous-mêmes ou qui nous sont données, qui nous servent à interagir avec des services des plus ou moins sérieux. Ça peut être des communautés virtuelles avec des outils très grand public, comme des choses très très sérieuses, comme des services de l'État. Donc c'est un mélange d'attributs qu'on nous donne de manière objective, plus des attributs qu'on va chercher nous-mêmes. L'exemple, quand même, ça peut être le diplôme ou voilà, le permis de conduire, on fait une démarche pour l'obtenir. Et ça peut aller très très loin dans la notion de ce qu'on accepte d'avoir associé à notre nom. Il y a eu des débats sur le genre, des choses comme ça. C'est-à-dire, l'identité, c'est un sujet très très vaste. Ce qu'on aime en général, c'est avoir une maîtrise de ça, de la vision qu'ont les gens sur cette identité qui peut être très large et on veut en général en exposer qu'une partie pour des besoins bien précis. Alors, donc l'identité numérique, c'est un sujet très complexe dans le numérique puisque maintenant tout est numérique. Alors je te coupe, mais parce qu'effectivement tu abordes deux sujets connexes. En fait, effectivement, quand on se plonge dans l'identité numérique sur les réseaux, ça réveille des vieux débats sur l'identité elle-même. Je me souviens du passeport biométrique. Il y a déjà 15 ans où on disait mais moi je veux pas que mes empreintes, donc des choses de ma biologie soient inscrites dans mon passeport. Ça avait fait déjà débat, et tu as raison, le débat revient maintenant en disant bah oui, mais alors en plus maintenant non seulement c'est mon passeport qui aura ma biologie, mais mon identité sur internet en fait, sur la blockchain plus tard, etc. Donc ouais, on n'est même pas encore sur la blockchain là, on est juste sur le numérique. Après vient la blockchain, on expliquera pourquoi elle est utile. Mais en fait, ce que tu dis, si j'ai bien compris, c'est que notre identité papier, notre carte d'identité, notre passeport, notre diplôme, qui aujourd'hui est numérisé, en fait c'est ce qui nous définit. C'est ça que tu dis. Oui, c'est plus large que les exemples que tu viens de donner qui sont très terre à terre et régaliens. L'identité, c'est beaucoup plus que ça. Ça peut être, c'est tes loisirs, c'est peut être un engagement politique que tu mets plus ou moins en avant. Enfin, c'est pour ça que je dis que c'est très très large. Ah, c'est les données personnelles. Tu inclus les données personnelles sur Internet dans l'identité. Bah, en fait, le problème, c'est que, un peu comme l'identité classique, quand tu traverses différents services publics et privés, les limites de l'identité et de ce que connaissent ces services de toi-même, en fait, t'en as pas forcément conscience. L'exemple très très souvent, c'est le profilage auquel tu es soumis pour recevoir de la publicité ciblée. En fait, tu ne sais pas toutes les données qui te sont accumulées sur toi. En fait, comment c'est fait en général par des algos. Même les gens qui sont les concepteurs de ces solutions, des fois, ne savent pas à quel point ils profilent les gens. Enfin, en général, ils le savent au moment de les valoriser et de les revendre, ces profils. Mais la limite de la publicité de tes identités, c'est quelque chose qu'on doit, à mon avis, chercher à maîtriser le plus possible. Quand tu donnes l'exemple des données biométriques, c'est encore plus vrai quand tu as des données comme ça que tu ne peux pas changer.
ce que j'aimerais que les gens retiennent de la biométrie, c'est que c'est en général une fausse bonne solution. Ça a l'air pratique. Mon historique, c'est que je viens de la cybersécurité avant tout. Souvent, c'est le cas des gens qui sont dans l'identité. Et un exemple criant pour parler, en fait, si on vous vole vos données biométriques, on a la capacité de les cloner, vous ne pouvez pas répudier vos empreintes digitales, par exemple. Et il y a je cite cet exemple de temps en temps, c'est Schröder, qui a été un ministre allemand bien connu dans d'autres épisodes historiques, mais à un moment, il a été ministre de l'Intérieur en Allemagne, et il avait demandé de foutre de la biométrie partout dans plein de services de sécurité, y compris étatiques. Et le Chaos Computer Club, pour se moquer de l'intérêt de la solution, avait chopé un verre qu'il avait pris en main lors d'une conférence publique, avait relevé les empreintes sur le verre comme des petits détectives, et dans leur magazine avait publié les empreintes digitales du ministère de l'Intérieur allemand, pour montrer que très souvent, les lecteurs d'empreintes biométriques sont vraiment de mauvaise qualité. C'était pas compliqué de faire un double à ce moment-là des empreintes digitales du ministre de l'Intérieur. Parce que maintenant, juste pour dire, la biométrie, c'est vraiment un sujet casse-gueule, hein, la cybersécurité. Généralement, quand les experts cybersécu disent on s'en méfie, éventuellement, ça peut être pratique pour débloquer en local d'autres secrets, pour faire l'authentification, des choses comme ça. Ouais. C'est pas la même chose, par exemple, que de confier tes empreintes et qu'elles soient sur un passeport. C'est pas la même chose que d'utiliser ton empreinte sur ton iPhone. Et l'empreinte que tu utilises sur ton iPhone, par exemple, ça débloque en local d'autres secrets. Les empreintes que tu utilises sur ton iPhone ne vont pas dans un espace centralisé, comme ça peut être le cas dans d'autres systèmes. Je ne sais pas pour défendre l'usage de la biométrie même dans l'iPhone, et pour vous dire, il y a même différentes manières de plus ou moins bien utiliser la biométrie. Ouais, donc la biométrie fait partie des données effectivement qui peuvent être attachées à ton identité. Ok, donc tu nous fais comprendre d'abord qu'aujourd'hui on est vraiment à l'âge de pierre, c'est-à-dire qu'effectivement même moi j'ai envoyé hier une copie de ma carte d'identité en PDF à la mairie ici pour bref un truc administratif. Donc ça c'est vraiment l'idée, c'est d'en finir avec ça, parce que envoyer par mail un PDF c'est vraiment pas sécurisé, et en plus l'administration ne peut pas être sûre que c'est vraiment moi qui l'interroge, première chose. Donc ça, c'est pour ça qu'il faut une identité numérique directement sur Internet, de moi à mon administration, première chose. Et deuxième chose très importante que je comprends aussi maintenant, c'est qu'il y a toutes mes données personnelles de navigation sur Internet, non seulement tout ce qui est écrit dans ma carte d'identité, mais ce que j'aime, mes loisirs, bientôt mes données de santé, on en parlait un petit peu en off, mon carnet médical, la carte de sécurité sociale, qui je fréquente, si je suis adhérent d'un parti politique, si j'ai manifesté, enfin... Mais ça, l'État n'a pas ça de moi, ça c'est plutôt les GAFAM qui ont. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a une partie de mon identité numérique qui est maîtrisée, l'État est en possession de ça, et puis il y a les GAFAM qui sont en possession de plutôt ce qui est mes datas qui sont liées à mon comportement. Tu as raison, il y a différents acteurs qui ont différentes informations te concernant. En général, il y en a 3 types principaux. Tu vas avoir l'État, donc des sujets très régaliens gérés par l'État, donc l'administration, le service public. Tu as les GAFAM auxquels on pense souvent parce qu'effectivement, on a confié les portes d'entrée à plein de services en ligne à des acteurs type Google, Facebook ou même LinkedIn maintenant. Et du coup, tous les services sont un peu... Tu peux créer ton compte, mais tu peux utiliser ton profil LinkedIn pour identifier. Donc, en fait, effectivement, on a tendance à aider les liens. Donc, en gros, tu avais l'État, ses services GAFAM, et tu as aussi d'autres acteurs privés. L'exemple le plus concret, c'est en général, c'est ton travail. Tu vas au bureau, on te donne un badge pour entrer dans le bâtiment, on te donne un poste qui te donne l'accès à certaines informations dans le système d'information d'entreprise. Donc, tu as aussi l'identité numérique qui est liée à ton travail. Donc, les 3 peuvent être séparés. La tentation, des fois, c'est de mélanger les sujets et qu'il y ait trop de corrélation. C'est un sujet qui est super, dont moi, je milite pour une très grande méfiance. C'est la corrélation d'informations et de profils sans qu'on en ait conscience. Il y a eu beaucoup d'abus, y compris dans des services étatiques. Il y a eu beaucoup de garde-fous par le passé pour éviter que des services, même pour des questions pratiques, recoupent trop d'informations. Après, pour des questions d'efficacité ou d'anti-gruge ou de tout un tas de choses, on a milité pour le recoupement. Enfin, milité, pas moi, mais une certaine personne. Il faut se méfier de c'est facile, on va faire une identité pour tout le monde, on va recouper toutes les choses. Parce que le contexte actuel n'est pas forcément celui de demain. Un exemple que je cite souvent aussi, c'est même des sujets qui ont l'air légers peuvent devenir graves. Dans la notion d'intégrité numérique aussi, tu as la notion du droit à l'oubli ou des choses comme ça,
sont pas trop mal défendus en Europe. Mais par exemple, tu fais une blague qui passe à cette année, et dans 3 ans, le contexte est différent, et on ressort ton tweet d'il y a 2 ans, et tu passes pour un infâme quelque chose. Voilà, donc il faut aussi faire attention. Voilà, donc effectivement, tu as dit qu'il n'y a pas qu'un seul. Il y a les GAFAM qui en chopent beaucoup, il y a l'État, il y a souvent ton boulot, et des fois des choses entre les deux. Oui, mais maintenant, imaginons, Frédéric, un monde où toutes nos datas, celles qui sont en possession de l'État, celles qui sont en possession des GAFAM, celles qui sont en possession de mes partenaires commerciaux, de mes employeurs, l'heure à laquelle j'arrive, est-ce que j'arrive en retard, est-ce que je viens en vélo, à pied, enfin peu importe, on met tout ça dans un énorme panier, et j'ai du jour au lendemain une seule identité numérique dans laquelle il y a toutes mes données. Imaginons ce monde-là. Est-ce que tu penses que c'est un monde qui peut arriver? Et s'il devait arriver, quels seraient les grands dangers de ça? Ou peut-être même pas si on mettait tout ça dans un grand panier. Ou les grands bénéfices. Ou les grands bénéfices. Mais alors, les grands bénéfices. Et pour qui? Et pour qui? Oui, mais très bonne question, le pour qui. D'abord, en général, il vaut mieux, quand on parle de données personnelles, réfléchir à l'intérêt pour l'usager, l'utilisateur, avant de penser à autre chose. Parce que c'est quand même bien de mettre le possesseur des informations, le propriétaire des infos, la personne qui est visée, comme le centre des réflexions. Moi, quand je parle d'identité numérique, il y a encore plus d'identité décentralisée, il y a encore plus d'identité décentralisée avec des morceaux de blockchain dedans, et encore plus avec des morceaux de blockchain public dedans. L'identité qui sert à tout, on l'a un petit peu. Par exemple, en Chine, quand on utilise WeChat. Voilà. Je ne pense pas que ce soit un idéal recherché par beaucoup de gens d'être un utilisateur WeChat où on a l'historique de ses conversations privées, publiques, ses capacités d'achat, son historique d'achat, son traçage sur une carte géographique et ce genre de choses. On l'a un petit peu quand on utilise trop justement des services GAFAM. J'invite souvent les gens il y a des pages, y compris chez Google, pour voir la totalité des données qu'ils ont accumulées vous concernant. Et quand vous avez l'historique de votre navigation, de web, YouTube, vos déplacements, etc., vous pouvez voir qu'éventuellement, il y a beaucoup d'informations qui transpirent qui ne sont pas forcément les bonnes. Donc, les gens qui travaillent dans l'identité numérique, s'ils travaillent pour un gouvernement ou des acteurs qui veulent avoir une position dominante, la tentation, c'est de dire allons vers une seule identité parce que c'est plus pratique, parce qu'on fait du recoupement, parce que ça valorise le profil et ce genre de choses. C'est pas du tout ce vers quoi vont et cherchent à aller les gens qui sont des experts du secteur. Par eux-mêmes, ils ont eu ces considérations en tête il y a très longtemps, vraiment depuis les années 80, même avant Internet, le début de l'ère numérique, l'identité numérique. On s'est très méfié des abus. Bon, au tout début, clairement, des abus gouvernementaux sur le fichage des gens, avec les historiques très malheureux sur la capacité à afficher des gens, à les distinguer, à les parquer, etc. On peut avoir cette tentation-là par des acteurs qui cherchent à avoir un monopole, ce genre de choses. Pour l'usager et tous les gens qui travaillent sur les sujets de l'identité décentralisée, en général, enfin tous, c'est-à-dire en général, ont la notion de attention à ça. Il y a des principes qu'on doit respecter pour ne pas, en tant qu'expert technique, participer à ce 1984/meilleur démon / toute dystopie que vous avez en tête selon votre culture. C'est ce qui se passe en Chine, finalement. Aujourd'hui, on a l'exemple. L'exemple absurde, c'est la Chine, d'autant plus qu'on a dit qu'ils faisaient des expérimentations d'identité sur blockchain et qu'on a dit, et du coup, les gens mélangent des sujets. En fait, les systèmes d'identité chinois n'utilisent pas de blockchain, c'est pas leur sujet. Et juste pour dire, il y a 10 principes pour les gens qui travaillent sur l'identité décentralisée qu'on appelle aussi self-sovereign identity. C'est l'identité souveraine, c'est l'identité que je maîtrise, l'identité avec des attributs et des données personnelles que je maîtrise. Donc, il y a 10 principes, je ne les ai pas en tête, en général, je les mets dans un coin, mais en gros, c'est la notion que tu en as le contrôle, qu'elles sont persistantes, qu'il y a une transparence et beaucoup de consentement au partage de ces données. Donc, voilà, juste pour dire, répondre à ta question de manière courte, ce que j'ai du mal à faire souvent, ce n'est pas un idéal vers lequel tous les gens qui se préoccupent de ces sujets-là vont, c'est-à-dire la notion de l'identité unique. Il peut y avoir des tentations poussées par des acteurs qui, en général, ont une vue plutôt nocive et qui ne s'intéressent pas à mettre les intérêts de l'usager en premier. Voilà. Donc, les autres et les gens qui travaillent techniquement bossent sur des solutions où, justement, on n'a pas besoin de partager trop d'informations. L'exemple que tu as donné, il y a même des progrès, y compris régaliens sur le sujet.
où tu as parlé de devoir transmettre une photocopie d'une pièce d'identité, enfin, tu vois, un truc que tu peux photoshopper, un truc qui est compliqué. Là, il y a une petite application, y compris de l'État, qui s'appelle France Identité, qui est en bêta un peu partout, vous en entendrez parler, en France, hein. Qui vous permet de scanner votre passeport, de choisir l'attribut dont vous voulez faire la preuve, et du coup d'obtenir un PDF. Et en fait, ce PDF est signé par un service de l'État qui est en relation avec l'application. Et donc, en gros, vous avez un PDF qui montre vraiment, d'un point de vue numérique, vous êtes de nationalité française, par exemple, et que c'est lié à un passeport et qu'il y a une vérification qui a été faite. Mais tu vois, même l'État, là, dans ce cas, a conscience que quand tu donnes une pièce d'identité, tu as tout un tas d'informations dont tu n'as pas besoin. Voilà. L'intérêt, des fois, tu aimerais juste... L'intérêt, ce serait de prouver qu'on est français sans montrer son nom et son prénom. C'est ça. Par exemple. Ou pas. Okay. L'exemple un peu classique, c'est la nationalité ou l'âge, ou avec le nom, mais pas ton adresse, ou des choses comme ça. Là, par exemple, ton adresse physique, c'est en général un truc que tu ne veux pas laisser traîner n'importe où. Voilà. Ouais, bien sûr. Une des raisons pour lesquelles j'encourage les gens à ne pas laisser n'importe où, c'est quand on n'a vraiment pas besoin, il faut fournir son adresse, ça va juste être mail ou réel. C'est juste une invitation au spam réel ou numérique. Ça me fait penser à la bonne blague. Il y a des gens sur Facebook, ils mettent leur vraie adresse postale. Et après, sur Facebook, ils disent « Je suis parti en vacances 15 jours aux Bahamas ». Et ils reviennent, ils se sont fait dévaliser, évidemment. Mais l'exemple le plus connu aujourd'hui, c'est le film, le site X, le site pornographique, où on peut prouver qu'on a 18 ans, enfin plus de 18 ans. Comment tu sais ça, toi ? Sans donner, parce que c'est un exemple que tous les mecs connaissent, mais sans donner son nom, son prénom, son adresse, c'est-à-dire sans montrer son passeport. C'est exactement comme dans la vie réelle, on rentre au casino, il faut avoir plus de 18 ans, et on est obligé de montrer sa carte d'identité. Donc le casino va voir ton nom, ton prénom, ton âge, etc. L'idée, ce serait de dire, je rentre au casino, j'ai plus de 18 ans, mais vous ne savez rien de plus que mon âge. Ouais, alors c'est pareil, Benjamin, comme toi, on m'a raconté des choses, évidemment, c'est pas moi qui suis allé voir par moi-même, mais en fait, il n'y a pas de... je connais pas, en fait, de sites porno qui ont réussi à mettre ça en place. Il y a eu différents pays qui ont essayé de pousser ça, et notamment la France, c'est pour ça que les gens en ont plus entendu parler récemment. On va dire, on va interdire les sites porno aux mineurs. Parce qu'effectivement, l'âge moyen des premières personnes qui ont est bas et ça peut faire peur moralement. Ok, il y a un jugement qui peut être fait. Quel âge, voilà. Sans rentrer dans le débat, on aimerait, par exemple, dire, ok, ça serait bien si c'était pas les mineurs. Et en fait, il y a eu même comme il y a une loi, je sais pas si le décret est passé, mais il y a une loi qui a été mise en avant, comme ça crée éventuellement un marché. Donc, des gens ont dû se presser pour trouver des solutions. En fait, il n'y en a pas beaucoup des solutions. Et les peu qui ont été testés parce que c'est un sujet que je connais, j'en ai parlé avec des gens qui sont plus dans les propositions de solutions. Et en fait, rien ne marche. Et encore plus quand il y a une démarche de lien avec une information un peu vérifiable. Exemple, un site porno, c'est l'excellent exemple où personne n'utilisera sa carte d'identité pour essayer de faire même s'il y a un mécanisme qui assure des choses, les gens seront très méfiants et à raison d'utiliser ce genre de choses. Donc en général, on a vu des expérimentations avec la webcam pour essayer de trouver l'âge, etc. Mais du coup, on perd la notion de 18 ans et des gens, pourquoi on interdirait à des gens qui ont l'air plus jeunes. Voilà. Donc en général, toutes ces tentatives-là, par exemple, de Cerber à l'entrée des sites X, n'a pas fonctionné et c'est même une catastrophe. Je vous avoue que c'est pas le sujet le plus important dans les notions d'identité, mais c'était une démonstration que même avec une volonté politique, on n'a pas forcément une solution technique qui répondrait même à cette... Il y a aussi les jeux d'argent, il y a le casino, il y a les jeux de poker, il y a aussi... Ça peut être large, et puis il n'y a pas que l'âge. On pourrait prouver... je sais pas, pour plein de raisons, on pourrait vouloir montrer juste sa nationalité, par exemple, français, pour rentrer dans un club ou un truc comme ça. Ouais. Mais moi, j'ai une question qui est, est-ce que l'Europe travaille à... Juste Claudia, j'essaie de répondre rapidement, de rebondir rapidement sur de Benjamin. Sur des sujets de jeu, c'est différent parce que tu acceptes de donner ta carte, c'est de donner plein d'informations. Donc ça peut être intéressant. Mais même il y a des religions qui voient le jeu d'argent comme négatif, etc. Il y a même des sujets qui ont l'air un peu triviaux, qui peuvent prendre de l'importance. Et le fait que tu puisses laisser la trace comme quoi tu es un joueur, ça peut aussi vous donner une image que tu dilapides de l'argent, même si ça peut être faux, hein, tu peux être un joueur consciencieux, etc. Donc effectivement, il faut faire attention à ça. Donc ça fait partie des sujets où on essaye de ne pas
faciliter le recoupement d'informations. On peut rajouter Après, on pourra discuter un peu plus de ce qu'apporteraient éventuellement les identités décentralisées à ces problèmes. Ouais. Il y a l'achat d'alcool aussi. En Angleterre, par exemple, il faut montrer bien souvent sa carte d'identité pour acheter une bouteille de vin. Ok. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que l'Europe travaille à de la centralisation de nos données, à des données plus... je ne sais pas comment je dois poser ma question, mais je suis sûre que... regrouper, à homogénéiser, interopérable, voilà. Mais c'est des termes qu'on utilise tout le temps dans notre secteur. Oui, il y a des solutions de centralisation ou d'interopérabilité de solutions nationales qui peuvent, en gros, en général, le but, c'est d'homogénéiser et de standardiser parce que dans l'identité, il y a une BD célèbre de SKCD qui est comme ça. C'est la première, c'est une petite BD de geek. C'est première case et il y a des gens qui sont pas contents et disent il y a 14 standards dans notre secteur, c'est lamentable. Il faut vraiment bosser sur un standard qui regroupe tout. Donc, ça, c'est deuxième case. Et troisième case, tu vois les mêmes personnes, enfin, des personnes différentes. Tu fais, oh là là, il y a 15 standards dans notre secteur parce qu'en fait, il y a un échec, on a créé un nouveau truc. Il y a eu une tentative d'homogénéisation européenne. Le programme s'appelait EIDAS, qui existe toujours, qui vise à faire, par exemple, quand vous vous déplacez à l'intérieur de l'Europe ou encore plus peut-être à l'intérieur de Schengen pour prouver des choses, c'est plus au niveau tentative Union européenne d'interopérabilité de certains sujets liés à l'identité, sachant que l'identité, c'est souvent la dématérialisation numérique, c'est l'authentification, la signature et parfois la sécurité, donc le chiffrement des données. Mais c'est souvent ce que les gens ont en tête, c'est pour vous authentifier quelque part, pour signer quelque chose. Voilà. Donc oui, il y a même des tentatives d'utiliser l'identité décentralisée ou une forme d'identité décentralisée comme une solution qui pourrait être commune à différents pays de l'Union européenne. C'est en plein dedans actuellement. Et je crois que cette année ou début d'année prochaine, chaque pays de l'UE est censé bosser sur son propre projet pour se diriger vers cette tentative d'avoir des systèmes communs. Ils évitent quand même les recoupements trop facilités, mais il peut y avoir un risque, sans tomber dans de la parano et dans le complotisme. Ce qui est très difficile dans notre secteur, c'est quand on fait de l'évangélisation, on explique qu'il y a des risques. Les gens retiennent souvent cette partie-là et oublient la partie où on a dit attention, les experts mettent des garde-fous, mettent des warnings partout et travaillent sur des solutions pour éviter justement qu'il y ait trop de recoupements, qu'il y ait trop de traces, qu'il n'y ait pas assez de consentement, que les données soient pas minimisées, qu'il y ait une protection des utilisateurs, que les données soient pérennes et qu'on puisse en demander l'effacement, etc. Donc voilà, je vous ai sorti plein de choses et on travaille avec plein de gens sur des solutions qui rendent ça possible. Ne focalisez pas non plus que sur les solutions. Oh là là, c'est diabolique, c'est la marque de la bête. L'UE va nous forcer à avoir un truc commun où on va tout voir toutes les données. Les gens oublient les bénéfices aussi de la numérisation. Là, je pensais à la carte de sécu où il y a 20 ans, il fallait remplir le papier. Maintenant, on met une carte à puce chez le pharmacien et le paiement se fait automatiquement. Ça, il ne faut pas oublier que l'idée, je pense, ultime de cette identité numérique, c'est aussi qu'on puisse hyper facilement renouveler un passeport, un permis de conduire, interroger l'administration, accéder à des sites, protéger les mineurs contre certains sites, etc. Oui, mais là tu parles... Parce que toi, tu es français. Donc, vous, en France, vous avez une carte qu'on appelle quoi, cette carte jaune-là? Cette carte que tu mets chez le pharmacien? Oui, la carte de sécu. C'est la carte vitale. Voilà. Donc, les données... La nouvelle carte nationale d'identité, CNIE. On a une jolie nouvelle carte d'identité avec une carte à puce dedans, avec plein de trucs sympathiques. Ah, voilà, parce qu'en Belgique, on a déjà ça. Et moi, j'ai toujours été Oui. C'est un sujet dégueulasse. Moi, je viens aussi de l'industrie de la carte à puce. Et la carte à puce vient beaucoup de la France. Et à chaque fois qu'on bosse sur les sujets d'identité, on dit on est ridicule, les Belges font ça depuis très longtemps. Mais oui, voilà, mais ça a quand même éveillé un questionnement chez moi. Je me suis dit, mais attends, ma carte d'identité, donc c'est l'État. Hein, donc. Et maintenant, mon médecin ne me donne plus d'ordonnance papier. Et il me dit, tout est sur votre carte d'identité. Je vais à la pharmacie, il scanne non pas ma carte, ce qu'on appelle la carte de la mutuelle, mais il scanne ma carte d'identité et il me délivre mes médicaments. Et donc, il faut se méfier de la perception des fois de la solution qu'ont les gens en tête. Souvent, quand ils disent tout est sur la carte, par exemple, je ne sais pas comment fonctionne exactement le système belge, mais en général, c'est pas de différence selon les pays. C'est souvent il y a une information qui est dans la carte qui vous sert à vous authentifier auprès d'un service centralisé, là où on retrouve l'information nous concernant. Et vous pouvez avoir la même, en gros, par exemple, un ensemble de données qui sont de la santé, qui est isolé, et la même carte peut vous servir d'authentification, et donc du coup vous donner à
accès à d'autres personnes qui auraient besoin à d'autres informations concernant sur un autre sujet. Souvent, les données ne sont pas sur la carte en totalité. Imaginons votre historique complet médical n'est jamais sur la carte à puce. C'est pas sur la puce. C'est une information qui sert à débloquer l'accès à des informations qui sont centralisées. La carte à puce, et la méfiance doit surtout être sur la partie centralisée. Ouais, c'est la clé, la carte à puce. C'est la clé d'accès à un serveur centralisé. Alors, le mot... c'est souvent ça. J'aimerais enfin il y a aborder... très peu d'infos dedans. Moi, j'aimerais, à bout d'une demi-heure qu'on discute, j'aimerais aborder le mot qui me chatouille depuis tout à l'heure et qui nous intéresse le plus dans ce podcast, c'est le mot décentralisé. Décentralisé. Parce que c'est là où les nouvelles technologies arrivent et c'est là où quand même ça nous intéresse surtout sur Techno Impact. On a bien compris maintenant, l'identification est centralisée par l'État, une entreprise, peu importe. Maintenant, décentralisé, ça veut bien dire qu'il n'y a plus de tiers de confiance pour garantir que c'est bien vous qui interagissez avec un site web, avec une administration, etc. Et c'est là où, Frédéric, c'est ton expertise, et c'est là où les plus grands chercheurs se creusent les méninges. Parce qu'alors, plus de tiers de confiance, alors c'est quoi ? C'est qui ? Est-ce que c'est la blockchain ? Mais alors quelle blockchain ? Comment ça marche ? C'est hyper technique en fait là après. Bon, la question c'est est-ce que la blockchain va me protéger moins consommateur ? Est-ce qu'elle va m'offrir plus d'intégrité numérique ? Vaste sujet, surtout si on le prend sur cet angle-là. Déjà, la première chose en général, quand on parle de sujet blockchain, moi j'essaye de faire la distinction entre des blockchains, les vraies blockchains qui sont publiques et puis celles qui sont maintenues par un petit nombre d'acteurs privés qui seraient hybrides ou privés, et en général, ça pourrait être remplacé pratiquement par des bases de données créées à plusieurs sans pas grand intérêt. Partons dans l'idée qu'il y a une notion de tiers de confiance qu'on cherche à supprimer. Un peu comme dans les NFT, on avait des preuves de propriété qui peuvent être on-chain et donc du coup ne plus être dépendant d'un espace centralisé qui est censé être le livre comptable qui dit telle personne possède tel objet. C'est le principe générique des cryptos et de la blockchain d'avoir un grand livre public sur lequel on peut inscrire des données. Et évidemment, quand on parle de confiance et d'identité, la dernière chose à faire, je dis bien la dernière chose à faire, faut pas me couper, ça serait de mettre des données personnelles sur la blockchain. Les données personnelles des gens ne doivent pas, en aucun cas, jamais être sur une blockchain. L'attrait de la blockchain, c'est parce que justement, on a quelque chose qui est persistant dans le temps et non changeable, ou en tout cas, si c'est changeable, on a l'historique des changements. Donc évidemment que si on veut avoir le droit à l'oubli, si on veut avoir le droit à la modification ou au changement ou tout un tas de choses, c'est mal barré de mettre les choses sur la blockchain. Donc la blockchain, elle doit servir dans l'infrastructure, dans l'architecture de la solution, juste pour des ancrages précis de choses où c'est pas grave que ce soit public. Donc, on va prendre la notion d'identité décentralisée. Souvent, faites des recherches Internet, vous verrez une notion de triangle, de triumvirat comme ça. Il y a une notion de titulaire ou de holder ou d'utilisateur. Donc, il y a l'utilisateur, vous, moi. Un acteur, une organisation, / une association, / quelque chose qui, lui, peut avoir un profil public. Et c'est pas dérangeant parce que ces données sont pas vraiment personnelles. Donc, un service de l'État, une asso de protection animale, des choses comme ça. Eux, éventuellement, peuvent avoir un profil on-chain. On-chain, c'est-à-dire sur blockchain. C'est pas dérangeant d'avoir une information, ça peut être sur un smart contract ou sur la chaîne, si la chaîne gère plus ou moins directement. Mais en gros, on peut interroger la blockchain pour avoir le site web de l'association de protection animale ou le site web ou quelques infos sur le service étatique. Ça, eux, peuvent être on-chain. Les profils de ces acteurs-là peuvent être on-chain. L'utilisateur, dans la notion d'identité souveraine, c'est d'en avoir la maîtrise, donc surtout pas de mettre des données personnelles on-chain. Et donc l'autre troisième, donc il y a les acteurs, c'est les utilisateurs, les services, et qui en général vont fournir des informations. Et il y a la notion de vérificateur, c'est-à-dire qu'en général, quand vous avez une identité, vous avez quelqu'un qui vous fournit l'identité, on parle de fournisseur d'identité. Vous avez vous qui possédez plus ou moins cette identité, et puis vous allez avoir un service qui va vous redemander ces informations. On va prendre l'exemple tout à l'heure. Un service de l'État vous donne une pièce d'identité qui prouve que vous avez plus de 18 ans, et vous avez un gorille à l'entrée d'une... c'est un exemple pas numérique, mais un gorille à l'entrée d'une boîte de nuit qui demande que vous avez plus de 18 ans, vous lui montrez votre pièce d'identité, et puis vous passez. Donc il y a la notion de les services qui fournissent qui vont fournir des informations des attributs que vous allez accumuler avec votre identité, et les gens qui vont vous les demander. Et en fait, je termine. En fait, le truc principal, c'est que du coup, si les données on-chain ne sont pas on-chain, c'est les utilisateurs, où est-ce qu'elles sont ? En fait, elles sont dans des portefeuilles
qu'ont les utilisateurs. Et là, on retombe un petit peu dans la logique de portefeuille crypto, c'est-à-dire dans la notion de crypto, c'est on a un portefeuille qui t'as tes clés, t'as tes secrets, t'as des choses, tu les gères toi-même, t'as une responsabilité plus grande, mais au moins, tu n'es pas dépendant d'un service qui peut tomber à droite, à gauche. Donc, dans la logique de l'identité décentralisée, il y a une notion très importante qui s'appelle le portefeuille d'identité. Donc, en général, c'est une application ou éventuellement quelque chose qui est un peu hébergé sur un service. Donc, il faut se méfier de ces services-là parce que c'est moins décentralisé. La solution la plus décentralisée, c'est d'avoir une application mobile. Donc, c'est ce que fait MyDaily. Donc, c'est cohérent. Mais donc, on n'est pas les seuls à le faire. Hein. C'est tous les gens qui bossent dans l'identité décentralisée bossent sur cette partie-là, qui est le portefeuille d'identité, qui est sous la maîtrise des utilisateurs. L'utilisateur accumule des données personnelles, voilà, fournies par l'État, fournies par des privés. Et quand on lui demande, quand un service lui demande de faire la preuve de ses attributs, le but des gens qui travaillent sur cette solution, c'est attention, il y a ce service qui vous demande telle information sur vous. Voici l'usage, voici les informations minimalistes dont ils ont besoin. Et là, normalement, le portefeuille doit vous aider à obtenir de vous le consentement de partager que ces informations qui sont utiles, ou même de le refuser. Donc voilà, c'est juste pour dire les profils publics sur la blockchain, les données personnelles au sein des portefeuilles et les vérificateurs qui sont des services qui vous demandent ces informations pour vérification. C'est le fameux wallet dont on parle tout le temps dans ce podcast à longueur d'épisode, le fameux wallet qui est en fait une clé d'accès à un coffre-fort virtuel sur la blockchain. Donc je précise, quand toi tu dis vos données ne sont pas sur la blockchain, elles ne sont pas libres d'accès sur la blockchain, mais elles sont heureusement préservées dans la blockchain, cryptées, encryptées. Je n'ai pas été clair. Si, tu as été clair, mais... Claudia a compris, pas toi. Non, parce qu'il a confondu données personnelles et crypto. Non, je rigole. Ouais. Alors, en fait, pour faire le parler avec les cryptos, en fait, ça n'existe pas. Tu as juste un grand livre, la blockchain, qui te dit, en gros, si quelqu'un a la clé privée qui correspond à telle clé publique, il peut en faire la démonstration, il attend en face. Ok. Donc, en fait, ton portefeuille, il gère, parce qu'en général, pas une clé, mais plein de clés qui permettent de bouger, de signer des demandes de modification de ce grand livre pour justifier que tu avais bien les fonds parce que tu les as déplacés. Thématiquement, c'est ça. Dans la logique de on-chain, d'identité décentralisée, ce qui est on-chain, donc sur la blockchain, c'est vraiment les profils des acteurs qu'il n'est pas dérangeant de mettre en ligne. Donc, par exemple, le cas le plus standard, qui parle le plus souvent quand on parle d'identité décentralisée, c'est l'école et le diplôme. En fait, dans la logique même numérique actuelle, on est un peu au Moyen-Âge, tu as une école qui te fournit un bout de papier ou même un truc numérique pour dire que tu as eu ton diplôme. Et puis quelqu'un te demande ton diplôme et la preuve, c'est que tu renvoies de papier ou même ton PDF ou ton truc numérique. Mais en général, c'est pas évident d'en faire la preuve. Et surtout, si ton école, pour une raison X ou Y, elle fait faillite, elle disparaît, en général, comme la vérification n'est pas simple, ce que fait l'employeur qui demande la vérification, il consulte la base de données, l'école d'origine. Okay. Donc là, on va reprendre le même exemple avec de l'identité numérique décentralisée et quelque chose de plus moderne. C'est l'école crée un profil public sur la blockchain. Donc là, oui, il y a des données qui sont stockées sur la blockchain, mais ça concerne l'acteur public. C'est pas grave, c'est pas l'utilisateur, c'est l'école. Ouais. Il dit voilà mon profil, c'est l'école, machin, etc. Toi, dans ton portefeuille, à la fin de ton cursus scolaire, tu reçois, on appelle ça un credential, un verifiable credential, c'est un attribut vérifiable en français. C'est souvent la deuxième notion quand on travaille sur le sujet. Tu as les identités décentralisées et des attestations vérifiables. Donc, c'est un morceau de papier numérique qui est signé par l'école. Et en fait, dans cette signature, tu peux remonter à l'identité qui est on-chain et donc toujours disponible de l'école. Okay. Donc, tous les gens, là, ils vont accumuler des diplômes dans leur portefeuille. Ça ne s'est pas transmis on-chain, ça a été transmis par mail, à travers un QR code, à travers un WhatsApp, ce que tu veux. Le canal importe peu. C'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qui laisse beaucoup de traces ou pas du tout même de traces sur la blockchain. Ça t'est donné à toi, ok, ce petit papier numérique qui est signé par l'école. Et quand le vérificateur va te demander l'information, sans passer par la blockchain pour cette étape-là, tu vas fournir ce petit papier numérique, cette attestation vérifiable, qui est signé par l'école. Tu peux même, je ne rentre pas dans les détails, mais tu peux le signer toi-même pour prouver que c'est bien toi qui est la personne qui le possède. Et ce vérificateur, il fait la personne, je lui ai demandé, elle me l'a signé, donc ça la concerne bien. Et par contre, ce diplôme, est-ce qu'il est vrai? Je regarde, il y a une signature. Ça correspond bien au profil public qui, lui, est sur la blockchain de l'école. Donc, il n'y a pas eu besoin d'avoir de données personnelles de l'utilisateur, et même y compris du diplôme
on-chain. Ce qu'on peut rajouter, parce que c'est pratique, parce que c'est très compliqué à le faire de manière même traditionnelle, c'est éventuellement une trace, on parle d'un hash ou de quelque chose comme ça, un truc très simple qui pourrait prouver que ça a été donné dans le temps à ce moment-là. On parle d'horodatage sur la blockchain, mais vraiment, il faut retenir, parce qu'on parle beaucoup de blockchain, on a envie que ça serve dans beaucoup de choses. Là, on s'en sert vraiment pour stocker des profils publics des organisations, en aucun cas des données personnelles. Et je rajoute une autre chose, c'est comme tu as sur ton portefeuille plusieurs adresses pour plusieurs cryptos, dans ton portefeuille crypto traditionnel, tu peux générer plusieurs identités, plusieurs clés que tu peux utiliser pour plusieurs usages. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir la même identité, tous les attributs qui sont liés à une seule identité. Tu peux te créer plein d'identités pour distinguer notamment ta vie professionnelle, personnelle. Ce que tu veux dire, ce qui est très intéressant, c'est qu'au lieu, maintenant, l'employeur, au lieu de voir le diplôme, il va simplement pouvoir être certain que l'école à certifier le diplôme. Donc on ne voit plus que l'école t'a bien délivré un diplôme. Que l'école a délivré, mais tu ne verras plus le diplôme. Elle peut voir un petit truc numérique signé, ou enfin tu vois un petit fichier, etc. Mais l'important c'est la signature. En général, il y a 2 signatures. Il y a ta signature lorsque tu l'as montré et le fait que la signature de l'émetteur. Je comprends. J'ai cherché les termes en français et en anglais. Si on extrapole. Si on extrapole, pardon, je te coupe. Si on extrapole un peu à un contrôle de police, par exemple, on n'aura plus à montrer son permis de conduire. Le policier pourra juste vérifier de manière décentralisée que oui, un jour j'ai eu mon permis. Mais il n'aura même plus besoin de le voir, si on veut. Déjà, tu ne serais peut-être pas obligé de montrer beaucoup d'informations personnelles pour dire que tu as ton permis de conduire. Mais surtout, en fait, l'évaluation d'avoir un faux devant soi, que ce soit alors papier ou numérique, parfois c'est très compliqué. Donc, en fait, il faut bien que tu aies une confiance quelque part. Et la confiance, ça serait dans l'identité on-chain de l'acteur initial. Et après, les gens peuvent se dire, mais attends, ça veut dire qu'on remet quand même de la confiance dans l'identité de départ qui est on-chain. Et oui, il y a des gros sujets sur ça. C'est est-ce qu'on fait confiance parce qu'il est connu que c'est la bonne identité de l'école? Est-ce qu'on fait confiance parce qu'un autre tiers a signé comme quoi c'était bien la bonne identité? Oui, on peut déplacer un peu le problème, mais par contre, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, si ton école fait faillite, s'il n'y a plus de site, s'il n'y a plus de database même accessible ni quoi que ce soit, ça n'empêche pas que tout le monde sait qu'il y a eu ce profil public de cette école. Tu as toujours un papier numérique qui est signé par cette identité. Et en fait, la personne qui fait la vérification aura toujours la capacité de faire la vérification que ce diplôme est valide, que l'école existe ou pas encore. Voilà. Je donne l'exemple de l'école parce que ça parle à beaucoup de gens, mais vous pouvez dériver cet exemple sur des choses très privées ou étatiques ou pas forcément les plus sérieuses dans l'identité. Dans l'identité, il y a plein de choses qui sont très formelles, il y a des choses qui le sont moins. Souvent, par exemple, quand on fait de la reconnaissance de compétences, il y a des choses on parle plutôt des soft skills et des hard skills. Tu pourrais avoir des choses qui sont très techniques, des choses qui sont très humaines. Un exemple, puisque comme vous, je traîne beaucoup sur LinkedIn, il y a un début de quelque chose dans les recommandations que les gens se font entre eux, par exemple. Et il y a un peu une notion de pair à pair, des choses qui se font moins verticales. Là, on a parlé beaucoup de choses qui sont liées à des identités qui sont fournies par des choses très, très verticales. L'école, qui est donc un service étatique qu'on a parlé, l'entreprise, que tu n'as pas forcément, qui est ton boulot alimentaire parfois, et que tu n'as pas plus de choix que ça. Et puis, tu as des services privés. Mais ton identité, c'est aussi ce que les gens reconnaissent de toi et que toi, tu rends public. Donc, par l'exemple, tout à l'heure, c'est si tu as une recommandation de LinkedIn, en général, quand tu la reçois, tu peux accepter qu'elle soit publiée, puisque si quelqu'un met n'importe quoi, tu n'as pas forcément envie que ce soit... Voilà. Cette notion-là, quand on parle de LinkedIn, c'est Microsoft qui a acheté LinkedIn, donc c'est un acteur, c'est un GAFAM, les gens des fois l'oublient. On pourrait, moi je travaille à l'intérieur de MyDAD pour ça, faciliter un peu cette reconnaissance hors truc vertical, hors structure verticale, de reconnaissance en pair à pair. Et c'est un autre sujet parce que on ne doit pas non plus donner trop d'ancrage public aux informations, aux identités des gens. Il faut trouver un entre-deux, mais même quand on fait un like dans des réseaux sociaux, des fois on ne connaît pas l'identité, mais on est content quand même qu'il y ait une capacité, quand même un réseau de reconnaître la valeur d'un poste. Là, dans l'identité décentralisée, on pourrait rentrer dans une espèce de nouveau paradigme, pour prendre des termes grandiloquents, de capacité de gens entre eux à se faire de recommandations sans avoir la dépendance d'une entité qui serait centralisée et donc potentiellement abusive. Donc concrètement sur un portefeuille, c'est ce qu'on fait, les utilisateurs entre eux pourraient s'échanger des reconnaissances entre professionnels, entre passionnés, entre
tout ce que vous pouvez imaginer comme petite organisation ou des choses qu'on essaye de faire c'est ce qu'on appelle dans des réseaux sociaux. Qu'on appelle la force de la communauté. Donc à ce moment-là, on interroge une communauté. Par exemple, dans la communauté des fanatiques de la crypto, je serais reconnu comme un expert par des milliers de gens qui auraient tagué mon wallet en disant celui-là c'est un expert. Et donc, plus besoin d'interroger un tiers de confiance. Pas le wallet, une identité oui. que tu maîtriserais dans un de tes wallets, mais c'est l'idée. Ok. On arrive à la fin de ce podcast et je ne veux pas le terminer sans poser cette question. On a entendu beaucoup de choses. On a entendu pendant la crise des Gilets jaunes que l'État a essayé d'aller soutirer de l'information auprès des médecins pour identifier les manifestants qui avaient des blessures reconnaissables. On a entendu qu'au Canada, on avait bloqué les comptes de certains militants, opposants. Aujourd'hui, je me suis encore surprise l'autre jour dans un podcast de parler de quelque chose de très précis. Je termine le podcast, je me mets sur mon iPhone et baf, je suis targetée par ce mot-clé, en fait. En tant que consommateur, on a quand même l'impression que les taux se resserrent, qu'il y a une accélération de l'exploitation de la data et qu'on doit quand même... c'est un peu le Big Brother, on se dit, mais attends, moi je vais faire attention à ce que je dis ici, parce que tout est exploité, même le vocal. Ouais. Donc, la question centrale, et c'est pour ça que je voulais vraiment faire ce podcast, c'est comment aujourd'hui je peux protéger mon intégrité, comment je peux organiser mon intégrité numérique en tant que consommateur. Est-ce que j'ai encore le choix? Est-ce que je dois adapter mon comportement? À quoi est-ce que je dois être attentif? Et quels sont les dangers si je ne le fais pas? Vers quoi on va? C'est une grande question, tu es parti pour une demi-heure. Je vais promener le chien. Voilà, c'est pour ça que tout à l'heure, Benjamin s'excusait de m'interrompre. Heureusement que tu arrives à m'interrompre de temps en temps, sinon on part pour très longtemps. Merci Claudia de me redonner l'occasion, comme je le fais de temps en temps, de lever en tout cas une première légende urbaine. Les téléphones n'exploitent pas ce qu'ils écoutent pour du profilage. En fait, d'un point de vue cybersécu, on le verrait, les datas exploitées, transitées, etc. Il y a eu plein d'expériences très neutres de gens qui ont dit « j'ai pas ce profil-là, on expérimente, je parle d'un sujet pendant très longtemps et je regarde si je suis profilé en fonction de ce qui a été écouté », parce que les gens pensent, puisqu'on a de la reconnaissance vocale qui est toujours plus ou moins à l'écoute, et des fois c'est flippant parce que on est en train de parler de quelque chose et on voit une pub qui est liée à ce qu'on a. Mais en fait, c'est d'autant plus flippant quand on comprend que ce n'est pas lié au vocal. Non, mais c'est lié à quoi ? Ça devrait être encore plus effrayant pour les gens. Vous êtes dans une situation, vous êtes en train de parler de quelque chose et tout d'un coup, vous avez quelque chose une pub qui correspond à ce dont on peut en discuter. Sachant que ce n'est pas avec le vocal. Ça veut dire que la situation dont vous êtes, elle est prédictible. Prédire davantage de choses que vous ne pensez sur vous. Il y a plein d'exemples super classiques en des recoupements d'âge, de sexe, de machin, de situations géographiques, etc. Et en fait, ça suffit à savoir que vous êtes dans un golf. Vous n'avez pas besoin de parler d'avant qu'ils ont entendu que vous étiez en train de jouer au golf. C'est un exemple à tarte à la crème. Mais première, déjà, merci Claudia. C'est une légende urbaine. Les gens qui ciblent, alors les gens qui préservent la vie privée sont très regardants sur ça. Donc, il y a de l'écoute, mais il n'y a pas d'exploitation de ce profilage. Du coup, je ne me souviens plus du reste de ta question parce que ça va marquer. Donc, comment aujourd'hui, en tant que consommateur, je peux... Ah oui, les exemples Gilets jaunes, Canada, Gilets jaunes, et comment je peux protéger, comment je peux me construire une intégrité numérique? Tu as cité deux exemples où tu n'as pas forcément une maîtrise. L'exemple qui était sur les Gilets jaunes, c'est un exemple qui est intéressant parce qui explique le risque de corrélation d'informations. S'il y a une trace dans votre suivi médical que vous avez, une blessure... un peu caractéristique qui est liée à une période de manifestation et éventuellement même une information qui est mise dans votre dossier médical comme sortie de manif ou je sais pas quoi, etc. Bon, effectivement, après coup, si c'est une trace qui est laissée quelque part, dont vous avez à peine conscience, ça peut vous suivre sans que vous en ayez la compréhension. Bon, le cas des Canadiens, c'est un peu plus compliqué, c'est qui est lié au système bancaire, qui a une capacité très forte, surtout quand un État l'appuie, de faire un lien entre l'identité et un service bancaire. J'aurais tendance à dire, pour le cas du Canadien, gagner de la souveraineté sur vos possessions en utilisant des cryptos ou du Bitcoin par exemple, au hasard. Et essentiellement du Bitcoin au hasard. Mais pour la question d'identité, il faut regarder ce qui existe comme nouvelles solutions dans l'identité décentralisée. Quand on réfléchit à des solutions d'identité, de privilégier les solutions où on a le plus de consentement, de contrôle qui est donné aux utilisateurs et de manière générale, éviter la centralisation de données personnelles à des endroits. Il y a, dans les gens qui suivent la sécurité des systèmes d'information,
vous en avez une partie, mais nous, on est régulièrement abreuvés de leaks, c'est-à-dire de services centralisés qui se sont fait hacker et qui publient et qui sont trouvables gratuitement en ligne. Donc, ça peut être vraiment des choses très, très variées. Et ma recommandation en tant qu'utilisateur, c'est d'éviter d'utiliser, c'est un peu de l'hygiène numérique liée à la vie privée. C'est évidemment essayer d'éviter d'utiliser trop de services des GAFAM et par ricochet d'utiliser ces identités pour vous greffer à d'autres nouveaux services, parce que là, vous recentralisez en votre identité. Voilà, mais bon, ça, je sais que la plupart du temps, je pisse dans un violon quand je parle de moins utiliser Google, etc. Non, c'est pas ça que tu dis. Privilégier le login mot de passe quand on rentre sur tous les sites, au lieu de dire Google Connect. Déjà faites un login d'éviter ces services-là et d'éviter d'utiliser ces identités, parce que là vous avez une identité qui est fournie par un GAFAM et que vous allez réutiliser pour autre chose. Et donc c'est pas aussi trivial que vous donnez accès à tout, mais en fait vous facilitez votre profilage, votre suivi avec l'historique, etc. Et d'essayer de privilégier des solutions où il y a moins de silos d'informations vous concernant, etc. Donc effectivement, c'est pas forcément évident. Les gens qui militent pour les respects à la vie privée, etc., essayent justement de minimiser ces gros data hubs d'aller concentrer. Et je vous dis que ça peut être fait par des États ou par des acteurs privés. Et mon avis, c'est que les solutions à base d'identité décentralisée et d'attributs vérifiables et d'attestations vérifiables, c'est-à-dire des sujets où on relocalise la mondialisation, la démondialisation. Je vais refaire ce parallèle maintenant. Ça vient de m'arriver comme ça. Il y a une notion on confiait énormément de données et dont on ne comprenait pas trop à quel point elles allaient être exploitées. Et là, maintenant, j'espère, et progressivement, en tout cas, avant, on n'avait pas les solutions techniques. Donc, on pourrait très bien dire, ouais, mais ça n'a jamais marché. C'est juste que là, on commence à avoir des blockchains publiques où on peut imaginer pour faire ça pour pas cher, côté stockage on-chain. On a des smartphones tous dans les mains. On a de la connexion Internet un peu partout. Donc, on peut envisager ça. Et moi, je pense même que des pays vont faire qui n'ont pas forcément des identités aussi, des systèmes d'identité nationale numérique classique, pourront même faire un peu le saut direct vers de l'identité décentralisée. On commence à voir des expérimentations et d'avoir quelque chose de moderne et qui apporte la facilité d'utilisation. C'est pareil, les progrès qu'on fait actuellement, c'est un peu comme sur les wallets crypto. Pendant très longtemps, c'était un truc réservé aux geeks parce que c'était incompréhensible l'utilisation. Voilà, les wallets d'identité décentralisée travaillent beaucoup sur ça. Ok, c'est joli, c'est sympa, je comprends facilement l'utilisation. Donc voilà, les solutions de ce type-là devraient être poussées davantage et donc les gens devraient se renseigner et participer à ces expérimentations et éventuellement soutenir des projets comme MyDID ou autres qui travaillent sur ces sujets-là. Sachant qu'on est un des dizaines d'acteurs. Maintenant, c'est un standard qui est poussé par le W3C, donc les gens qui s'occupent des gros standards sur le web. Donc on a aussi cette capacité maintenant à pouvoir dire qu'on travaille sur des solutions qui ont une chance un jour d'être interopérables et pas juste des solutions qui sont sympas techniquement, mais qui sont des impasses parce que réfléchit tout seul dans son coin. Donc voilà, c'est une réflexion globale. Il y a plein d'acteurs privés comme nous, il y a des acteurs publics qui coopèrent avec des acteurs privés. On devrait arriver à des solutions où même les acteurs, il y a beaucoup d'acteurs qui disent c'est un poids de conserver des données personnelles. Donc j'aimerais même être débarrassé de ces données personnelles si j'en fais rien. Si c'est juste pour authentifier quelqu'un, je préférerais l'authentifier, lui donner accès à ses droits et le déconnecter et pas forcément à avoir plein de données à stocker qu'on me tapera sur les doigts parce que je les ai conservées, c'était de manière abusive, ou même je me les fais dévoler. Voilà. Donc l'identité décentralisée devrait aider à ça, avoir un meilleur contrôle de ces données personnelles et pour pouvoir avoir une vie numérique plus consentie. Voilà. Ok, mais c'est un vaste sujet parce que je me rends compte que j'ai encore plein de questions. Liées à un peu de temps encore, donc si tu veux en rajouter, on peut en rajouter. Tu pourras t'en faire 2 émissions si tu veux. Oui. Ou je peux revenir une autre fois, mais vas-y. Parce que je sais bien que c'est au tout début on te dit ça va être un sujet. Puis en plus je suis bavard, donc j'aide aussi à ça. Mais c'est un sujet super vaste que tu peux prendre avec plein de prismes différents. Voilà. Oui, en fait c'est ça. En fait, ça fait des liens avec plein d'autres enjeux.
justement la souveraineté individuelle, mais la souveraineté d'État aussi, enfin la souveraineté de l'Europe. Je pensais donc le lien avec l'IA, etc. Mais je pense que plutôt que de faire une dernière question, on refera un épisode. Et puis il y avait aussi, on voulait parler de WorldCoin, et c'est un grand sujet. Donc oui, j'ai une pensée en arborescence là, et je me dis mais oui, l'identité numérique c'est le sujet central, et puis c'est connecté à plein d'autres. Et puis ça cristallise absolument toutes les angoisses et toutes les inquiétudes du monde numérique. Pour moi, hein, cette identité numérique. Ça cristallise tout. Alors évidemment, on peut en parler pendant même des semaines parce que les gens sont affolés par ce qui arrive dans le numérique. Si tu veux, on pourra faire un épisode sur les notions de données et d'IA et WorldCoin qui est un peu à la croisée puisque c'est un projet d'identité numérique super bizarre, super spécial, poussé par Sam Altman qui est derrière ChatGPT. Donc, et c'est un excellent exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Donc, en plus, c'est génial de pouvoir en et ce qui serait chouette, c'est si on fait cet épisode, c'est aussi de conscientiser les entreprises aujourd'hui qui vont sur l'IA sans forcément se poser de la question de OK, je vais sur l'IA et j'utilise OpenAI, donc ma data file évidemment à Microsoft indirectement. Donc, c'est la réflexion OK, je suis une entreprise française ou une entreprise belge ou italienne, peu importe, je suis européen. J'intègre l'intelligence artificielle dans mon entreprise, OK, quelles sont les réflexions éthiques à avoir, et j'ai pas pu m'empêcher de faire le lien entre l'intégrité numérique et ça, donc oui, on va refaire un épisode, oui, ça c'est clair. Ouais. En tout cas. Je t'avoue que WorldCoin, c'est un truc, c'est une sorte de série Netflix, il y a plein d'événements, donc c'est cool. Et après, je suis humble, je connais beaucoup de choses sur beaucoup de sujets, côté technique, côté cybersécu, identité, etc. Mais j'ai pas la prétention de connaître énormément de choses côté IA, parce que je suis un utilisateur. Je joue aussi avec Yammer et d'autres solutions qui sont justement des solutions locales plus respectueuses des datas que tu lui transmets. Mais je suis pas du tout un expert de l'intelligence artificielle, mais je pourrais au moins dire quelques banalités qui sont malheureusement pas encore dans toutes les têtes sur justement pourquoi des États interdisent l'utilisation de chatbox plus. Oui, mais on n'est pas inquiet. On sait que tu aurais des choses à dire. Donc, en tout cas, très intéressant parce que c'était. J'ai l'impression qu'on a mis une première brique, mais que l'identité numérique, oui, c'est un vaste sujet. Donc, en tout cas, merci pour ces explications. C'était hyper clair. Merci Frédéric. N'oubliez pas que nous avons un site web, nous aussi, technoimpact.tech, où vous retrouverez tous les anciens épisodes du texte, aussi des actus, et une possibilité de s'inscrire à notre newsletter. Oui, exactement. Et donc, si vous voulez poser des questions sur l'identité numérique, on mettra évidemment tous les liens pour rejoindre Frédéric et la boîte pour laquelle il travaille. Donc, MyDID. MyDID.com, c'est justement littéralement MyDID, mon identité décentralisée. Idéalement avec un S, parce que le but, effectivement, c'est pas qu'on ait une seule identité, mais plein d'identités maîtrisées. Merci Claudia et merci Benjamin. À très vite. Merci beaucoup.